Bienvenue ou rebonjour, bienvenue au couvent des Jacobins. Merci à tous d'être là à Rennes ou en distanciel depuis Laval, Sochaux, Marseille. On vous salue. Nous sommes dans le réfectoire du couvent des Jacobins. Ouais, c'est ici que les sœurs venaient s'alimenter. Et nous allons boire les paroles de nos invités experts autour de cette problématique des démarches responsables au low-tech et au biométrie. Je savais que j'allais buter sur le premier biomimétisme dans le tourisme. Une table ronde rattachée à la thématique s'engager pour les transitions. Comment le tourisme peut être exemplaire en matière d'intégration des transitions et au-delà, comment l'environnement, le vivant, peuvent amener à innover en matière de tourisme ou à générer des modèles économiques porteurs. Élément de réponse avec nos trois intervenants. Bonjour à vous trois, bienvenue à Rennes. Merci d'avoir accepté l'invitation de la région Bretagne pour ces rencontres Bretagne Tourisme. À ma droite, Joëlle Colosio. Est-ce que vous avez un micro, Joëlle ? Oui ? Oui, bonjour à tous. Vous êtes directrice exécutive adjointe des territoires à l'ADEME. Avec le Covid, le secteur touristique a connu une crise jamais vue. À l'ADEME, vous dites aux professionnels de la filière, c'est l'occasion de rebondir avec un projet de transition écologique attractif. Oui, tout à fait. C'était vraiment le moment pour les professionnels du tourisme aussi de se poser la question vers quoi on va, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, comment on se réoriente. Et on le voit puisque dans le programme qu'on a la chance de pouvoir déployer grâce au plan de relance et puis demain grâce à Destination France plutôt, d'accompagner ces professionnels pour réorienter leur bateau, on va dire, pour être beaucoup plus durable et donc pour faire autrement. On va développer tout ça. Anne Garce, bonjour. Vous êtes designer biomiméticienne, décidément. Quand vous dites que vous êtes designer biomiméticienne, quand vous déclinez votre profession, on doit vous regarder avec des grands yeux, comme moi, qui n'arrive pas à le prononcer. En quoi ça consiste ? On me regarde beaucoup avec des grands yeux. Ouais. Et d'autant plus qu'avant, je disais que designer, et maintenant, je dis designer et biomiméticienne. Alors là, c'est encore plus grand. On va dire biomime. On peut dire biomime. On peut dire biomime. Okay, super, ouais. Ça m'arrange. Donc, en quoi consiste Alors, mon métier consiste à observer le vivant et les systèmes biologiques qui existent dans la nature pour m'en inspirer et proposer des solutions innovantes qui ont pour but d'atteindre les enjeux de soutenabilité. Je crois, Anne, que vous avez partagé quelques apéros, voire petits déjeuners avec votre voisin de gauche. Bonjour, c'est vrai. Clément. Bonjour. Chabot. Oui, on va le dire, vous étiez coloc ? Ouais, ça Oui. c'est vrai, on a 2 ans, 3 ans. 2 ans de colocation. Où ça ? À Concarneau, où on est toujours basé aujourd'hui. Clément Chabot, donc de la Low-Tech Lab. On dit du labo. On peut dire les deux, mais on comprend mieux avec du. D'accord, Low-Tech dans le Finistère. Votre devise dit tout, Clément. Low expectation leads to happiness. Ce qui veut dire ? Des petites attentes mènent au bonheur. Le secret du bonheur est de faibles attentes, ouais, c'est ça. En fait, c'est l'esprit du low-tech un peu ça. Oui, ça peut en faire partie, on peut assimiler à ça. En tout cas, nous, dans l'approche, plus qu'une simple opposition à la high-tech qui serait un peu trop faible, c'est on travaille plus à questionner. Excusez-moi. Vas-y. C'est plus un sujet de discernement technologique, c'était le mot discernement. Ouais, voilà. Et donc aujourd'hui, vis-à-vis des injonctions sociales, environnementales qu'on a, on sait qu'on ne peut pas continuer à pleine vitesse tel qu'on va. Et l'idée, c'est de voir justement tout notre environnement. Est-ce que le coût environnemental, le coût social pour réaliser tout ce qui nous entoure, est-ce qu'il a une création de valeur sociale suffisante ? Ou au contraire, on est sur du gaspillage et donc de la prise de risque pour nous et les générations futures. Donc c'est plus qu'est-ce qui est acceptable pour continuer à bien vivre durablement ensemble. Clément, en 2019, vous avez construit un micro-habitat, une tiny house, équipée de 10 low-tech pour répondre à des besoins primaires,
Pour les tester, vous avez vécu 6 mois dans cette petite maison installée à Concarneau. Quel genre d'équipement ? Alors c'est un ensemble d'équipements qu'on a documenté un peu partout en France. On s'appuie sur le travail d'autres personnes, d'autres organisations qu'on met en commun. Et donc ouais, les enjeux, c'était principalement autour de l'eau, de l'énergie et de la génération de déchets, enfin d'en produire le moins possible. Et donc de collecter l'eau pluviale, à la filtrer, la potabiliser pour se laver, cuisiner. Comment est-ce qu'on consomme moins d'énergie aussi ? Aujourd'hui, dans le bâtiment, qui est le premier consommateur d'énergie en France, le premier poste de très loin, c'est le chauffage. 60-65% de l'énergie du bâtiment, c'est pour se chauffer. Donc comment est-ce qu'on se chauffe autrement ? Enfin, avant de changer ses ampoules, il y a d'autres sujets en fait. Et donc toujours l'idée, nous, c'est de faire un état des lieux. C'est quoi nos points d'impact ? Et donc en fonction de ça, on choisit nos solutions. Et donc nous, on privilégie le soleil pour sa chaleur directement avant de faire de l'électricité. Enfin, on se rend compte que c'est compliqué de faire de l'électricité. Il faut des métaux de terre rares, etc., qui ont un très gros coût environnemental et souvent social. Donc là, on profite juste du rayonnement solaire pour chauffer la maison, pour chauffer notre eau chaude sanitaire. Et puis des fois, en Bretagne, même si c'est rare, il n'y a pas de soleil, eh bien, on a d'autres alternatives comme la biomasse, etc., qui peuvent compléter. Mais c'est très rare. Vous êtes un convaincu et vous avez testé pas mal de choses, notamment en appartement. Quand vous étiez en coloc, il y avait des toilettes sèches. C'est ça. Donc c'est possible en appart aussi. Donc c'est complètement possible en appart. C'est le lieu où on a vécu en colocation. Ça a été Clément était acteur convaincu de ce qu'il portait. Nous, on écoutait tout ce qui était proposé, on voyait passer les choses et du coup, on dit bon, on va le tester en direct. Et quand le Low-Tech Lab dit c'est faisable d'avoir des solutions low-tech jusqu'à l'habitat type appartement, la réponse c'est oui, c'est vrai, c'est complètement faisable. Et c'est même très agréable. On va consacrer les 10 dernières minutes de ce rendez-vous. C'est pas fini, hein, c'est dans 40 minutes. Mais d'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez, si vous nous regardez à distance, poser des questions sur le chat. Si vous avez un intervenant en particulier intéressé par la question ou en tout cas destiné à la question, vous mettez son nom. Voilà, et on fera le tri de tout ça à la fin. Et si vous êtes à Rennes, vous pouvez utiliser le QR code que vous avez sur votre badge. Vous allez accéder directement sur une page où vous aurez la possibilité de remplir un petit formulaire et d'y poster votre question. Joël Colosio, vous évoquiez ce fonds tourisme durable, dispositif de France Relance. Ça marche bien ? Oui, ça marche bien. D'abord, ça nous a permis, nous, à l'ADEME, on avait fait tout un travail sur le tourisme, hein, parce que juste avant la pandémie, on se questionnait sur le sujet du tourisme, qui est quand même un vecteur majeur de l'économie en France et dans certaines régions qui est le premier vecteur économique. La pandémie est arrivée, c'est un secteur qui a été touché très fortement. Et donc ce fonds est venu... Alors c'est un fonds qui ne s'adresse pas à tous les acteurs du tourisme, puisqu'il cible le tourisme rural. Donc pourquoi ? Parce que il était important de travailler avec ces acteurs-là, qui étaient le plus en difficulté, d'une certaine manière, qui n'avaient pas forcément accès à d'autres aides, comme les grosses entreprises. Et donc ce fonds avait vraiment pour vocation de les accompagner, de les accompagner à se transformer. Et donc, alors, pas à pas, bien sûr. Hein. Alors pourquoi je disais que ça nous a beaucoup appris ? Parce que ça nous a appris à connaître ces acteurs-là. Et si je suis là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on commence à les connaître un petit peu. Et donc, ce qu'on cherche aussi, et c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité, et je remercie aussi ETL de nous avoir sollicité, parce qu'on a toujours aussi besoin d'apprendre. Je pense qu'on avance, on sort de crises comme celle qu'on vient de vivre. On va certainement passer celle sur laquelle on est aujourd'hui, en travaillant ensemble et en apprenant les uns des autres. Et nous, on peut sortir des systèmes performants parce que aussi nos directions régionales peuvent être à l'écoute, travailler avec les acteurs, les territoires pour faire émerger des solutions qui nous permettent d'accélérer. Alors c'est peut-être un peu conceptuel ce que je dis, mais si le fonds marche aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des relais sur le territoire et c'est parce qu'aussi ces relais font le lien direct avec les professionnels, ce qui fait que tout peut se cranter facilement. Qu'est-ce que vous financez à hauteur de 80%? Alors, on finance du remplacement de matériel
qui n'est pas performant. Alors, pas tous les matériels, parce que certains matériels ne sont pas éligibles. Et pourquoi ils ne sont pas éligibles? Parce qu'ils ne sont pas facilement quantifiables en termes d'économie d'énergie. Je parle des fours, par exemple. Les fours dans la restauration sont compliqués à évaluer. Ils doivent être, pour le restaurateur, performants en termes d'uniformité de la chaleur. Et pour nous, ils doivent être performants en termes d'économie d'énergie. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas forcément les tabacs qui nous permettent d'accompagner les bons remplacements. Donc ça, on ne finance pas. Contrairement aux machines à laver, par exemple. Contrairement aux machines à laver, à d'autres produits du CONED. Et dans le futur, puisqu'on va passer du programme France Relance à Destination France, on va certainement accompagner la rénovation du bâti. Et ça, travailler sur l'enveloppe, c'est un poste important parce que, comme l'a dit Clément, hein, le chauffage, l'isolation, c'est 70% des enjeux de transition. L'esprit de Fonds Tourisme Durable, c'est aussi de partager les bonnes pratiques. On le voit dans certaines vidéos que vous avez postées. Il y a certaines actions qui se mettent en place dans toute la France, dans les hôtels par exemple. On a changé tous les mitigeurs pour faire des économies d'eau. Oui. Ça, c'est le genre de choses qui peut se faire très facilement. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, le fonds, donc pour être éligible au fonds, il y a d'abord un diagnostic. Donc, on fait un diagnostic avec le restaurateur, avec l'hôtelier, ce qui permet d'ailleurs le premier échange, le premier contact, et surtout dans le dialogue de bien partager ou d'aller peut-être un peu plus loin. On a des relais qui permettent d'aller questionner l'hôtelier ou le restaurateur, de faire poser les bonnes questions. L'objectif, c'est de l'amener à une réflexion un peu plus globale qu'un acte, un geste simple. Et souvent, grâce à ce diagnostic, on voit que les projets ensuite qui sont réalisés peuvent être de plus ou moyen grande envergure. En moyenne, les projets, les investissements ou les aides qu'on apporte, nous, se situent autour de 15 000 euros. Ici, en Bretagne, on est autour de 25 000 euros avec des projets qui peuvent monter jusqu'à 50 000 euros. Ça veut dire qu'à côté, sur un projet à 50 000 euros, il y a à peu près 95 000 euros d'investissement par l'entreprise. Ça peut être aussi l'aide à l'achat d'un véhicule électrique, par exemple, pour faire des livraisons. Oui, alors l'aide aux véhicules électriques, aux substitutions, c'est pas que les véhicules électriques, c'est plutôt des vélos cargo. Ouais. Ça, c'est une partie du dispositif, mais qui ne va pas se poursuivre, je pense. Ah, dommage. Dommage, mais je crois que la rénovation des bâtiments a une valeur beaucoup plus importante sur des bâtiments qui sont en zone rurale, donc des bâtiments qui sont souvent anciens et sur lesquels il y a peut-être un effort au-delà du remplacement des fenêtres à faire en termes d'isolation. Alors, il n'y a pas que les hôtels, il n'y a pas que les restaurants, pardon. Il y a aussi les campings. Il y a aussi tout un enjeu autour de l'écolabellisation. Pourquoi ces aides sont là aussi? Et quel est le rôle du dialogue entre le relais, entre le restaurateur, l'hôtelier, le responsable du camping? C'est de les amener vers une démarche de plus long terme. Et donc aller vers, si possible, vers l'écolabellisation, qui est un chemin, l'écolabellisation. Pourquoi? Parce que du coup, on est dans une démarche vraiment globale, engageante. Et les retours qu'on a d'acteurs qui sont engagés, alors c'est peut-être un petit peu compliqué, d'ailleurs ils sont accompagnés pour cela, mais c'est surtout qu'après, on ne fait plus machine arrière, et donc du coup on est engagé, on fait partie d'une communauté. Et surtout aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que les touristes recherchent aussi, alors pas tous, je ne suis pas en train de dire que le monde est parfait, parce que sinon on ne serait pas là. Mais c'est vraiment rechercher le label, l'écolabel, etc. On va en reparler. Le tourisme recherche aussi l'expérience, Clément. Et c'est peut-être via l'expérience touristique qu'on peut amener le tourisme à pérenniser les choses ensuite dans sa vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on peut vivre en low-tech, en expérience, par exemple, dans le tourisme? En tout cas, ouais, je trouve que le sujet du tourisme est particulièrement intéressant pour ça. Plus que la transition pour le tourisme, ce serait la transition par le tourisme, en fait, puisqu'on est prêt à faire des choses un peu folles, en fait, quand on est touriste, que ce soit quelques jours ou quelques semaines. On veut souvent vivre quelque chose de différent de notre quotidien.
de plus en plus aujourd'hui, en plus avec une quête de sens, pas forcément prendre l'avion pour aller surfer 3 jours à Bali, mais peut-être comment on peut aller surfer 3 jours à la Torche déjà. Et en fait, c'est peut-être l'occasion de découvrir de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de faire. Et moi, j'ai un exemple personnel qui m'a vraiment transformé, je pense. Où il y a 4 ou 5 ans, avec Marion, ma copine, on est parti à Toulouse, mais à vélo. On a fait Concarneau-Toulouse. Moi, j'avais jamais fait beaucoup de vélo. Et j'ai eu mal aux cuisses et au derrière pendant quelques temps. Mais il n'empêche que ça a complètement dédramatisé en fait, se prendre le vélo. Et où je prenais la voiture pour aller au travail pour faire 2-3 bornes, comme beaucoup de gens. En fait, c'est devenu une évidence de le faire à vélo à la fin de ce voyage. En fait, je suis rentré dans une dynamique, j'ai plus eu peur de monter là-dessus. Et depuis, j'ai plus de voiture parce qu'en fait, j'ai découvert quelque chose de génial en voyage. Et j'ai l'impression de continuer ce voyage en fait quand j'enfourche ma bicyclette et pour aller au travail. Et ça, pour moi, c'est possible. Enfin, on peut, et je pense qu'il y a vraiment un rôle hyper fort sur le tourisme, à ouvrir de nouveaux possibles, en fait, de faire vivre une expérience sur l'habitation, sur l'hébergement, l'alimentation, la mobilité, enfin tous ces sujets, ils sont complètement à réinventer. Et oui, c'est difficile de prendre des risques dans son quotidien, de changer, puisqu'on a la routine, les enfants, l'école, le boulot, etc. Enfin, on est déjà bien occupé. Alors que là, on a une fenêtre qui est incroyable. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. En tout cas, moi, j'en suis persuadé. Vous dites que ce sont des petites choses, ça peut être une douche solaire, et après on installe cette douche à la maison. C'est des petits plis qu'on peut prendre en vacances et ensuite amener à la maison durant l'année. Moi, je pense en tout cas qu'il n'y a pas de changement radical. Enfin, on ne va pas d'un coup tout plaquer. Enfin, je ne pense pas que ce soit souhaitable de se déraciner comme ça, mais de découvrir petit à petit. Enfin, tout est affaire de chemin, et je pense qu'il peut commencer en voyage. Et oui, avec pas consommer d'eau potable dans nos toilettes, ça paraît une évidence. Quand l'eau, enfin, on en parle peu, mais c'est quand même un des enjeux du siècle. L'énergie, c'est un vrai sujet. Quand on en aura plus, ce sera un problème, c'est sûr. Enfin, là, on voit avec tout ce qui se passe, l'augmentation du coût de l'énergie. Mais quand il va se passer la même chose sur l'eau, pour l'alimentation, pour la consommation, c'est plein de choses. Et donc, retrouver aussi de la valeur dans tout ça. Et puis, une douche d'eau de pluie chauffée par le soleil, c'est incroyable ce qu'on vit. La question de l'énergie, il en est beaucoup question dans le biomime. C'est l'heure du biomimétisme pour les nuls par Anne Le Garce. Est-ce que vous avez moyen de nous expliquer en quoi ça consiste simplement? Allez-y, je vous laisse les clés. Pas de souci. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le biomimétisme, c'est une approche créative qui s'inspire du vivant. Donc, en gros, c'est penser par et pour le vivant pour proposer des solutions qui vont être durables. Du coup, dans biomimétisme, il y a plusieurs définitions qui pourraient correspondre à plusieurs niveaux, entre guillemets, de prise en main du biomimétisme. Donc, il y a la bio-inspiration, qui est juste une approche conceptuelle, créative, qui se base sur l'observation du vivant pour proposer des projets. Il y a la biomimétique, qui est une coopération interdisciplinaire entre la biologie et d'autres disciplines ou d'autres domaines d'innovation pour aborder un problème ou une problématique concrète et l'aborder par l'analyse fonctionnelle des systèmes biologiques, leur abstraction, leur transcription en modèles biologiques qui peuvent après inspirer des innovations. Et ensuite, on fait redescendre tout ce parcours un peu d'itération créatif pour arriver à des solutions qui sont soutenables. Vraiment, la soutenabilité, c'est un des critères très importants dans le biomimétisme. Tu peux innover sans proposer une solution qui va être soutenable ou durable ou même désirable. Et ensuite, du coup, ce qu'on va appeler biomimétisme, c'est vraiment une approche, une philosophie qui va croiser plusieurs disciplines, donc on considère interdisciplinaires, et pour essayer de dessiner des visions meilleures d'une habitabilité du territoire. Donc c'est un peu comme si on partait d'une situation initiale donnée, qu'on la décryptait, et que par le regard du biologiste associé à plusieurs autres disciplines, on se mettait à tendre vers une situation idéale. Et donc pour ça, il y a des outils, il y a des méthodes. C'est pour ça qu'on parle d'une approche créative, mais aussi une philosophie. Elle appelle une posture. Il y a la question de l'éthique qui est complètement au centre du biomimétisme et qui sert comme ça un petit peu de boussole. C'est vraiment partir du principe que
tu fais partie d'un monde vivant, et donc tu vas remettre le vivant au cœur des réflexions. Est-ce que c'est un raccourci tout pourri si je dis que le mécanisme de biomime le plus connu, ça peut être l'avion par exemple, où l'homme s'est inspiré du vol d'oiseaux, ou alors, bah non, la dame a dit non, au premier rang, pas du tout. Ou alors le devant du TGV japonais inspiré par le bec du martin pêcheur, par le bec exemple. du martin pêcheur. Il y a des bio-inspirations qui sont très connues, c'est les pales de l'hélicoptère qui s'inspirent des, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qui tourne et qui tombe. Il y a aussi le velcro, en fait, qui est l'observation de la bardane qui s'accroche sur les poils d'un chien. Et après, il y en a plein d'autres qui se déclinent comme ça. Le bec du martin pêcheur pour le Shinkansen étant un des très connus. Mais ce qui est intéressant avec ce TGV, c'est que c'est pas uniquement l'observation du bec du martin pêcheur. C'est l'association de plusieurs bio-inspirations. Donc il y a aussi les ailes d'une chouette pour réduire le volume sonore de ce train. Et donc en fait, il faut imaginer que les concepteurs de ce train ont identifié une liste de problématiques. Le train doit passer très proche des habitations, par exemple, à une vitesse très élevée. Donc l'entrée dans les tunnels était problématique. C'est pour ça que le martin pêcheur a inspiré le nez du train. Et finalement, le son au passage proche des habitations s'est inspiré des ailes de la chouette. Il y a une chouette, je ne me rappelle plus le nom de la chouette, mais quand elle se déplace pour ne pas être repérée par ses proies, elle est silencieuse, quoi. Ça vous inspire, Joëlle Colosio? Oui, ça m'inspire beaucoup. D'abord, l'ADEME travaille avec l'Institut de biomimétisme en Hauts-de-France. Pour nous, il y a deux parties. Il y a effectivement le biomimétisme et puis la bio-inspiration. Et quand on parle effectivement les ailes d'avion, on peut considérer que c'est corrélé ou c'est une copie des ailes d'oiseaux ou de grands rapaces. Et pas du tout, j'ai compris que mais c'est pas du tout. Pour nous, le biomimétisme, en tout cas la bio-inspiration, doit être une bio-inspiration éco-conçue. Et donc pour nous, ce qui est vraiment important, et vous l'avez un peu dit, mais c'est important on peut pas considérer que il faut adapter et utiliser la nature à bon escient. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à construire des choses qui ne seraient pas durables. On ne va pas s'inspirer de la nature pour faire des choses pas forcément durables. Tout ça parce qu'il y aurait un blanc-seing, parce que c'est comme la nature. Et ça, c'est très important de le souligner. Mais je sais que vous êtes en phase là-dessus, mais voilà, il faut vraiment designer des choses qui sont en rapport avec ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on veut vraiment s'inscrire dans des démarches durables. Le biomimétisme, ça doit être quand c'est nécessaire et quand c'est en phase avec ce qu'il est nécessaire de réaliser. Et donc pour ça, les analyses de cycle de vie, où on va prendre en compte tout le bilan global du projet, qui va s'inspirer du biomimétisme ou de la bio-inspiration, il faut que cette ACV soit positive. Il y a des exemples dans le Vercors, pardon Clément, de gîtes autonomes par exemple, en low-tech. Ça, c'est des choses qui sont très facilement transposables dans l'hébergement touristique. Oui, je pense qu'il y a plein de choses adaptables. Enfin, et je rejoins complètement aussi cette question de sobriété, et qui est la clé de tout, et de jouer notamment sur nos comportements et nos représentations. Enfin, c'est le premier sujet quand même de faire moins ou autrement. Et oui, après, alors, moi, au Vercors, c'était un site où j'étais en résidence quelque temps, mais c'est très simple. Enfin, historiquement, on a des habitats relativement autonomes, où on a toujours travaillé à ça et pas avoir à dépendre d'un réseau, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on a des apprentissages hyper intéressants autour de l'électricité qui amène un confort pour quelques usages spécifiques, de la Hi-Fi, un peu de télécommunications, etc. Mais tout le reste, en fait, si n'importe quel bâtiment qui a une centaine d'années, on rajoute un peu d'isolant et un panneau photovoltaïque, en fait, et on a une maison hyper performante, en fait. Et moi, quand je vois dans les îles, j'aime beaucoup nos îles bretonnes. J'ai la chance d'aller régulièrement sur l'île de Saint, où toutes les maisons, toutes les anciennes maisons, ont une cuve d'eau pluviale. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a installé des énormes désalinisateurs sur l'île, et on met sur les chiottes, tirez pas trop la chasse, parce que c'est de l'eau potable qui coûte cher, parce qu'on l'a fait avec du diesel. Et il y a quand même des choses un peu folles. Alors qu'en plus, ces mêmes maisons, toutes,
ont des collectes d'eau pluviale, c'est juste qu'on les a débranchées. Et je pense qu'on a un patrimoine incroyable qu'on peut ranimer. Il y a une histoire en plus. C'est pas juste de la technique en fait, c'est s'appuyer sur notre patrimoine et ça vaut le coup. Vous m'avez raconté en préparant cette table ronde, je ne sais plus où c'est cette histoire de nichoir dans les bâtiments. Comment c'est du vivant intégré à une construction neuve, penser à mettre des petits nichoirs pour les oiseaux dans des bâtiments, c'est transposable dans un hôtel, un centre de vacances, des écoles. En quoi ça lie votre philosophie? Ouais, alors c'est Chartier d'Alix, c'est une école primaire donc, à Paris. C'est un projet architectural où en fait l'intention c'était en effet de proposer une approche biomimétique dans la construction. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture pour comprendre en quoi c'est un projet biomimétique, mais du coup il y a un des aspects de cette école qui est que la construction de la paroi, enfin la manière dont la paroi est agencée, il y a des irrégularités qui permettent en fait à des oiseaux de venir nicher. Et donc, ce que les architectes racontent, c'est qu'au fur et à mesure de la construction, en fait, ils ont vu carrément en direct les oiseaux venir prendre des brindilles, s'installer et compagnie. Et donc, il y a la paroi qui répond à sa fonction, et il y a aussi la paroi qui communique, en fait, qui commence à envoyer des premiers messages pour parler un petit peu de ces interactions-là entre l'homme et son environnement, ou de reconnexion d'interaction humaine avec la biosphère. Et après, si tu vas un peu plus loin, en fait, c'est aussi une école où en fait, le toit est végétalisé. Donc là, il y a une raison pour laquelle le toit est végétalisé, mais ça aussi, parce qu'en fait, là, il y a une analyse aussi autour des usages. Et Clément parlait des usages et de l'importance d'observer les usages quand on fait de la conception. C'est aussi, les scolaires peuvent aller sur le toit végétalisé, apprendre à manipuler des choses. Ça peut s'intégrer dans leur programme pédagogique et en même temps, ça les met à Paris, en tout cas en direct, en lien avec un monde vivant qui les entoure et auquel tu vois peut-être pas quand tu te balades dans la ville ou quand tu vis et que tu travailles ou tu apprends dans les lieux que tu fréquentes d'habitude. Ce sont des solutions qui ont déjà été peut-être imaginées il y a des milliers d'années finalement? Oui. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui font du biomimétisme et qui ne se revendiquent pas en faire. Et c'est sûr qu'en fait, il y a plein de... Enfin, s'inspirer de vivant, c'est aussi regarder ce que fait l'homme, avec un grand H. Et du coup, il y a plein d'autres pays, d'autres communautés, d'autres lieux où il y a plein d'innovations comme ça, frugales, qui sont inspirantes. Ça résonne. On parle beaucoup de frugalité, justement de sobriété en ce moment dans les démarches touristiques. Ça, c'est l'avenir, selon vous, Clément, il faut faire plus. C'est dans l'air du temps, en tout cas. Je pense que c'est nécessaire, en fait, qu'il y ait une compréhension de pourquoi on fait ça, pour éviter aussi toute la notion d'effet rebond. Un exemple qu'on peut corréler au tourisme, en plus, que je trouve intéressant, c'est sur le covoiturage, qu'on connaît toutes et tous, où on est censé désengorger le trafic en partageant sa voiture. Et au final, on se rend compte qu'il y a un gros rebond. Par exemple, moi, je serais bien allé voir les copains à Grenoble ce week-end, mais j'ai pas l'argent pour le faire. Ah, mais il y a du covoit et en fait, ça coûte moitié moins cher que prendre le train. Et du coup, ça rend accessible un service qu'il n'y avait pas autrement. Et au final, on se retrouve aujourd'hui à avoir autant, si ce n'est plus, de circulation avec le covoiturage, parce que ça a rendu ça accessible. Et donc la démarche de sobriété, elle vient là pour... il faut comprendre pourquoi on fait ça. Et donc il y a vraiment cet enjeu de, oui, il faut pas forcément consommer moins, parce que j'aime pas cette démarche de faire moins, renoncer, etc. Il faut juste autrement. En fait, il y a des choses localement où on peut en abuser, de sa famille, de ses amis, de marcher au bord de la plage ou dans la forêt. Enfin, c'est pas nivelé par le bas, j'aime pas ça, mais en tout cas, revoir complètement notre environnement et une question de sobriété quand on dépend d'énergie fossile, non renouvelable ou de choses qui viennent de plus loin qui ont un impact. Là-dessus, c'est clair. Mais c'est pour plus d'autres choses. Et je pense que c'est ça, il ne faut pas voir moins, il faut voir en mettant quelque chose d'autre à la place qui est très vertueux. La sobriété en vacances, est-ce que c'est jouable? Est-ce que les voyageurs en ont vraiment envie? Alors, je pense qu'il y a de tout. Enfin, c'est la biodiversité.
Je pense que de plus en plus de monde en a envie. Moi, je vois avec toutes les personnes qui passent nous rencontrer à Concarneau, tous les jeunes qu'on a en service civique ou en stage, en fait, qui ne sont plus du tout en adhésion avec le modèle conventionnel. On va dire, ça n'a plus aucun sens. On ne veut plus travailler pour ces entreprises, ces grandes entreprises qui ont plus ce respect. En fait, cette question de notre environnement, enfin, on nous le rabâche tout le temps. Et en fait, quand je pense, on a grandi avec ça. On ne peut pas tolérer. Enfin, il y a des blocages qui sont très forts aujourd'hui et ça va l'être de plus en plus. Et donc, ouais, de la sobriété. Mais encore une fois, ce n'est pas un point négatif. C'est vraiment profiter et très largement de ce qui est accessible et qui fait de mal à personne. La sobriété, la frugalité, ça vous va aussi Ah oui. Joël. Mais je ne me prononcerai pas plus que ça, si ce n'est que nous avons produit 4 scénarios que nous avons mis sur la table. Et le scénario S1 s'appelle vers une société plus frugale. Donc on a un scénario sur la frugalité et à l'opposé, le 4e scénario, on n'est que sur la technologie. Et entre les deux, il y a 2 autres scénarios qui permettent d'aller l'un vers l'autre. Donc oui, ça fait partie des options. Je pense que la chose qui serait la plus malhonnête et qui ne marcherait pas, ce serait d'obliger, d'être dans on va faire que de la sobriété, etc. Je pense qu'il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Je pense qu'effectivement les jeunes ont passé le cap et Clément a raison. Ils sont en majorité, ils ont payé cher quand même, tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Ils commençaient déjà à se dire que la Terre n'est pas ronde. Et là, je pense qu'ils ont passé un cap et on le voit parce qu'on a de plus en plus de projets de jeunes. Alors, je sors du grand défi écologique, donc puisque l'ADEME a organisé un grand défi écologique et on a des lauréats jeunes qu'on a. Et le premier, c'est une ferme d'aquaponie. Donc, en gros, on a des poissons, enfin, on élève des poissons peut-être pas si petits que ça, et à côté, donc, les entrants, enfin, les déchets de ces poissons servent d'entrants pour le maraîchage et les serres qui est à côté. Et ça, c'est des jeunes qui font ça aujourd'hui. Et c'est pas des jeunes qui viennent n'importe où, puisque ceux qui ont été lauréats viennent d'AgroParisTech. Donc, voilà, donc c'est des jeunes qui ont fait plus ou moins Polytechnique avant, etc. Et donc, ils ne se vouent pas forcément à aller dans les grandes entreprises, etc. Mais ils se posent vraiment la question. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Donc, on voit qu'eux, ils ont franchi le cap. Ils sont déjà sur un tourisme différent pour revenir au tourisme. Et ils proposent des choses et ils sont capables d'aller plus loin. Voilà. Alors nous, peut-être qu'on doit suivre, peut-être qu'on doit les écouter aussi, parce que c'est leur avenir, c'est le monde de demain. Essayons de leur laisser quelque chose le plus engageant possible pour une vraie transition. Alors, énergétique, écologique, si on embarque aussi les sujets d'eau, une transition sociale, parce que si on revient sur le tourisme, il y a aussi le tourisme social qu'il faut accompagner. Il y a aujourd'hui des grands bâtiments de grands acteurs du tourisme social qu'il faut arriver à accompagner pour passer le cap, parce que le tourisme, il y a le tourisme de luxe qui lui aussi se questionne et on voit dans les accompagnements qu'on fait en rural, il y a aussi des grands acteurs du tourisme de luxe qui passent le cap. Et il reste des acteurs à continuer à accompagner, parce que de toute façon, qu'on y aille parce qu'on veut être plus frugal ou qu'on y aille parce qu'on veut faire plus de technologie, se posent tout de suite les sujets de matière, se posent encore plus les sujets d'énergie et au-delà les sujets d'eau et donc ces trois et d'occupation des sols, pardon. Donc du coup, où sont installés et on le voit par les enjeux autour du trait de côte et du recul du trait de côte. Des bâtiments qui ont été construits. Et donc, tout ça, avec donc, ces enjeux climatiques qui s'accélèrent, font que, malgré tout, le secteur du tourisme est obligé, comme les autres secteurs, de franchir le cap vers d'autres modèles. Il n'y a pas qu'un seul modèle. C'est comme les scénarios ADEME. Soit on bascule vers quelque chose de très frugal, soit on va choisir plus de technologie. Mais on est obligé d'y aller. Et donc... je pense que, alors je n'ai pas donné trop d'exemples, mais dans à la fois nos scénarios et aussi dans les retours d'expérience qu'on a mis en visibilité
à la fois sur notre site et sur un petit recueil, on est en capacité, les acteurs du tourisme sont en capacité de trouver des projets qui correspondent, à mon avis, à leurs chaussures. Et vous allez accompagner les jeunes, Alors, on l'a compris. Comment ? Vous allez accompagner les jeunes, on l'a compris. Vous êtes facilitateur. C'est eux qui vont porter cette nouvelle économie. Oui, je pense qu'ils sont déjà... En fait, ils ne nous attendent pas, je pense qu'ils sont déjà là. On fait juste en sorte de mettre en visibilité aussi des projets qui sont les plus innovants, les plus reproductibles. Mais ils y sont déjà. On le voit dans les appels à projets qu'on lance. J'ai cité deux exemples. Clément était avec nous la semaine dernière. Mais ils sont là. Il faut peut-être aussi prendre le temps de les rencontrer dans les territoires. Je crois qu'aujourd'hui, la maille la plus importante pour passer à l'acte, c'est la maille vraiment du territoire le plus près possible d'un office du tourisme. Je crois que les offices du tourisme, alors les CRT sont des acteurs très importants parce qu'ils organisent, avec Atout France, il y a une vraie dynamique, etc. Mais l'acteur qui est capable de faire système, c'est peut-être l'office du tourisme. Et donc d'organiser entre les restaurateurs, les hôteliers, les hébergeurs, je dis hôteliers, mais c'est hébergeurs tout type, excusez-moi, les agriculteurs, donc tout ce qui est circuit court. Comment faire en sorte qu'un touriste qui vient puisse occuper le territoire, dans le bon sens du terme, l'investir, se déplacer, visiter, se déplacer à vélo, se déplacer à pied, voilà, s'installer, résider quelques jours. Et puis, on voit bien que l'expérientiel doit devenir quelque chose d'un souvenir plus important que des babioles qui sont en vente libre et qui viennent souvent de très très loin et qui sont souvent jetées et qu'on retrouve quelques mois après dans les fleuves et dans les mers. Donc ça pour dire que il faut arriver à basculer vers quelque chose qui va rendre le touriste encore plus heureux, parce que quand on est touriste, qu'on a envie, il faut qu'on trouve du bonheur là-dedans. On n'est pas en train de vendre des choses qui nous plaisent pas. Et je pense que on est un pays de terroir. On est un pays. Vous allez n'importe où en France, vous avez toujours un petit truc, soit à visiter, enfin un petit truc, des belles choses à visiter, à voir, à vous enrichir avec tout ça, et à revenir avec. Voilà. Et tout ça, il faut arriver à le démultiplier. Cette théorie de l'innovation frugale dans le secteur touristique, la simplicité, la sédentarité du client, la contribution à la vie locale, c'est le tempo de la biomime, ça. On est bien. En tout cas, il y a plein le tourisme, ça croise tellement d'acteurs, ça parle de tellement de sujets qu'en fait, tu peux recouper avec les champs d'application qui ont déjà été défrichés par le biomimétisme et les acteurs du biomimétisme aujourd'hui. Donc, parler du tourisme, mais on va parler d'énergie, on va parler d'alimentation, mobilité, on va parler de matériaux pour si on veut construire quelque chose ou si on veut rénover un habitat. Et donc, il y a aujourd'hui, en effet, plein déjà de projets qui ont été menés, qui permettent de dire, voilà, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, et d'identifier le biomimétisme comme un levier pour atteindre des objectifs de développement durable, identifiés, que ce soit dans le champ économique, sociétal ou environnemental. Donc, il y a tout un champ à ouvrir pour le biomimétisme, et en même temps, en effet, je pense qu'il est quand même déjà un peu présent dans le sens où le biomimétisme s'empare déjà de ces problématiques à travers différents travaux. Et de plus en plus d'élus locaux, d'acteurs publics vous sollicitent d'ailleurs. Pourquoi faire ? Il y a de plus en plus d'élus qui sont en effet sensibles à cette question, parce que, comme j'ai dit, ils identifient vraiment le biomimétisme comme un levier concret, parce qu'il y a vraiment une approche, une méthodologie, des outils et des acteurs qui sont structurés. On en parlait tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Ils viennent chercher en fait pas un guide, mais une boussole pour vraiment mettre concrètement des choses en œuvre, que ce soit de façon très simple sur des petits projets ou plus grands. Et,
Donc ça va jusqu'à l'échelle du territoire. Par exemple, la région de la Drôme, avec le Territory Lab, mène plusieurs projets comme ça pour re-questionner un petit peu l'approche du territoire et le bien-être des personnes sur ce territoire. Et donc, je vous invite à regarder ce qu'ils font, mais c'est quand même assez impressionnant comment ils arrivent à embarquer les acteurs, les élus, et comment tout de suite, en fait, dès qu'on parle du vivant, les choses sont très concrètes, et ça inspire les personnes, et il y a une dimension très optimiste, je trouve. Alors que le message, c'est quand même de dire que la somme des activités humaines qui va se déployer sur un territoire, elle doit être, sinon neutre, elle doit être régénérative des écosystèmes sur lesquels elle s'implante. Et ça, c'est un objectif qui est vachement ambitieux et qui est plus du tout à prendre. Tu peux plus faire. Pour moi, tu peux plus faire ça aujourd'hui. Donc c'est un peu ça ce que les élus viennent chercher quand ils s'adressent à nous. Et Clément, la low-tech dans le tourisme, est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui vous disent mais nous, dans notre structure, elle est trop grande, l'espace est immense, notre structure accueille beaucoup de monde, etc. On ne peut pas appliquer ce que vous pouvez appliquer dans votre tiny house. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'on leur dit? Alors globalement, nous, on va pas trop vers les gens, c'est plus des organisations qui viennent vers nous déjà, donc on n'a pas ce problème. Et non, en fait, c'est possible pour tout. Enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est un cheminement et on ne va pas révolutionner complètement, quel que soit l'hébergement ou la taille de l'organisation. Et il y a toujours des choses à faire. Comme on le disait tout à l'heure en introduction avec Anne, nous, on a une approche expérimentale. On essaye un petit bout. Est-ce que ça nous plaît? Si ça nous plaît, on va plus loin. Si ça nous plaît pas, on arrête. Et c'est pas grave. Enfin, justement, l'échec, c'est pas un problème. C'est justement montrer qu'on a eu suffisamment d'audace pour essayer sans se cramer. Et je pense qu'il est là l'enjeu aussi pour nous. Enfin, au vu de tout ce qu'on voit, il est urgent d'essayer des choses. Ça réussit des fois ça ne marche pas, et c'est pas grave, mais ça permet d'avancer. Et non, et c'est possible, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est vraiment une démarche plus que un catalogue de solutions techniques. Et je repensais à la question de sobriété tout à l'heure et dans le tourisme. Et je me dis, il y a quand même une expérience de sobriété assez radicale dans le tourisme, c'est vivre dans une tente. On fait difficilement plus sobre que ça. Et ça représente quand même des millions et des millions de nuitées par an. Et je pense qu'on peut proposer quelque chose de plus confortable, très très sobre. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être touchées par la sobriété et le tourisme. À Concarneau, vous accompagnez une vingtaine de structures pour un projet balèze, dont des auberges, des structures d'hébergement pour qu'ils développent et mettent en place des initiatives low-tech. On sait déjà là où vous voulez aller ? On est super content de mener ce projet déjà avec l'ADEME Bretagne, la région Bretagne et l'agglomération de Concarneau. L'idée, c'est de travailler la coopération et la démarche low-tech donc avec une vingtaine d'organisations privées ou publiques, et donc forcément en partie tournées vers le tourisme. On va avoir les Glénans, donc l'école de voile des Glénans. On va avoir normalement l'auberge de jeunesse et peut-être un camping. Des maraîchers et un restaurant, un brasseur aussi, et donc plein d'expériences en fait possibles. Il y aura en tout une vingtaine d'organisations, donc déjà très mobilisées ou sur le point en découverte, on va dire, de tout ça. Et je pense que ça va être super intéressant. En tout cas, pour nous, on aime beaucoup ce sujet parce qu'on intervient, on va dire, sur nous, sur notre environnement direct. On ne sait pas où ça va nous mener. Mais encore une fois, il y aura probablement des super réussites et puis des endroits où ça va bloquer. Mais c'est ce qui va nous permettre d'avancer et puis de façonner notre territoire. Merci Clément. Je vous rappelle que si vous avez des questions, si vous nous suivez en ligne, vous pouvez poser des questions sur le chat. On va y venir dans quelques minutes. Et puis, si vous êtes ici à Rennes, vous avez le QR code sur votre badge pour arriver sur la page des questions à poser aux intervenants. Vous insistez souvent, Joël, sur le fait qu'à l'ADEME, vous accompagnez des gros projets, mais que tout est bon à prendre dans la mise en place vers la transition écologique. Ça peut être le tri des déchets, la pro locale, etc. Il n'y a pas de petites choses? Non, je crois qu'effectivement, on est staffé pour accompagner des très gros projets, mais on est aussi, c'est ce qui fait peut-être notre force, on est aussi attentif à tout ce qui vient du terrain, des territoires, des acteurs, des jeunes, des moins jeunes. Je pense que dans la transition,
À partir du moment où on a des projets qui sont de grande valeur environnementale, il ne faut pas hésiter à les valoriser, à les accompagner, à les mettre en visibilité. Il faut, et je vais faire une petite digression parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, tout l'enjeu économique est très très fort aujourd'hui. On voit bien qu'à travers le tourisme, il faut qu'on puisse embarquer les acteurs économiques du territoire. Je parlais des agriculteurs, on peut parler d'autres acteurs du territoire. Il faut que tout ça, ça fasse système. Si on arrive à faire système, à ce moment-là, on construit quelque chose de durable qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur et du coup qui est beaucoup plus robuste à des crises. On voit bien que la crise, la pandémie a permis aux agriculteurs de pouvoir vendre en direct leurs produits aux particuliers. Et du coup, aujourd'hui, ils commencent à être organisés, à être mieux organisés pour pouvoir répondre aussi à des besoins de restaurateurs. Le travail n'est pas terminé, mais il faut qu'on arrive à les accompagner pour qu'un restaurateur qui doit servir tant de repas puisse avoir la marchandise qui va avec. Voilà. Donc tout ça, c'est des dialogues il faut relier ces acteurs-là, qui avant ne se parlaient pas et qui vont devoir de plus en plus se parler. Tout ça parce que on voit bien qu'il faut qu'on revienne à un modèle aussi d'économie locale. D'abord parce qu'il y a une demande, il y a une forte demande, à la fois des touristes mais aussi des habitants. Il y a une demande des élus aussi. Comment je recrée ceci? Comment j'arrive à libérer de l'espace pour avoir une agriculture? Comment je peux créer telle activité qui n'existait plus? Et ces sujets-là, on les a touchés aussi via le Fonds Tourisme Durable qu'on anime. Certains des relais qui ont travaillé avec les acteurs du tourisme nous ont fait remonter des besoins. Je pourrais citer l'exemple de pêcheurs qui voulaient aussi ne pas vendre leur pêche que à des milliers de kilomètres, mais aussi pouvoir la valoriser en local, comment on s'y prend, comment on fait. Et donc tout ça, c'est des petits objets qui sont parfois compliqués à déployer. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'animation territoriale et d'être au plus près des territoires pour déployer et faire ensemble en sorte que ce sujet du tourisme durable et local s'installe durablement. Et une question de bon sens aussi. Hein. Si tout le monde va sur une même plage, que les parkings et les abords sont saturés, on ouvre une deuxième plage, Joël? Ou alors est-ce qu'on trouve une solution pour que les visiteurs viennent peut-être en transport en commun sur cette même première plage? Je crois que ça, c'est vraiment des échanges à avoir au niveau de la collectivité. Voilà. Aujourd'hui, on fait tel constat. Cette plage, elle est occupée à 200%. Elle génère des impacts pas forcément positifs. Comment on fait? Est-ce qu'on encourage les gens à aller sur une autre plage? Oui, mais à ce moment-là, si on les encourage à aller sur notre plage, comment ils y vont, etc. Ou est-ce qu'on essaie de leur proposer d'autres choses? Et donc c'est vraiment une réflexion globale qui peut être portée aussi par l'Office du tourisme qui a souvent une vision assez large avec les élus, avec ses élus. C'est une réflexion globale. Je ne pense pas qu'il y ait de solution toute faite, mais c'est vraiment comment un territoire touristique qui a une plage ou deux plages, comment on gère, comment on travaille le sujet. Qu'est-ce qu'on propose comme autre alternative? Une autre plage où on va déplacer les gens pour y aller en voiture individuelle ne me semble pas la meilleure des solutions. En introduction de ces 2 jours de rencontre, le président de la région ce matin a dit n'utilise plus le mot de transition écologique, mais il parle de choc. Il faut un choc. Vous êtes le choc? Anne? Moi, je n'aurais pas employé le mot choc, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est trop tard pour parler de choc, mais Ah oui, déjà. ouais. Et que du coup, maintenant, en fait, il faut faire. Moi, il y a un autre truc que Clément m'a fait penser, c'est le côté, comment dire, échouer avec panache, c'est-à-dire faire plusieurs choses
qui misent bout à bout, mettent en place vraiment une initiative de façon concrète sur un territoire, de façon très, très pragmatique. Et en même temps, s'il y a quelque chose qui échoue, à un moment donné, c'est pas grave, parce que tu as pensé chaque partie, chaque étape de façon un peu autonome, toutes liées entre elles. Et du coup, s'il y a quelque chose qui échoue, ça fait pas tout tomber. Et du coup, ça permet d'être un peu plus résilient. Donc, ouais, plutôt que choc, c'est trop tard. Je dirais plutôt apprendre à échouer avec panache. Il y a une question pour vous, Anne, de Audrey. Existe-t-il des exemples concrets de tourisme et biomimétisme? Alors, je sais que c'est pas facile, parce Ouais, qu'on c'est en pas a facile. parlé longuement au téléphone en préparant. Bah, Ouais. il faudrait que je fasse un état de l'art de ce qui se passe dans le tourisme en France. Mais par contre, des exemples concrets qui vont parler de la mobilité, des exemples concrets qui vont parler d'énergie, d'alimentation et beaucoup d'habitat, ça, il y en a. Par contre, il y en a beaucoup. Il suffit juste de taper biomimétisme. En habitat, par exemple, c'est des constructions. En habitat, ça va être la question de... Il y a des travaux sur les questions de la paroi architecturale, la paroi des bâtiments, jusqu'au bâtiment en lui-même. Il y a le Bullitt Center dont on a parlé, qui est à Seattle, aux États-Unis, qui est considéré comme le bâtiment le plus exemplaire en termes de biomimétisme. Et donc, on peut continuer comme ça à creuser les exemples. Il y a un état de l'art des projets urbains bio-inspirés qui a été mené par le CBIOS. Et on peut retrouver des projets tels que Ecotone, où là, c'est carrément le quartier qui est pensé. Donc, des exemples concrets, il y en a plein. Après, en sortir un précisément là, comme ça, c'est un peu... Il y a peut-être celui des crevettes avec la crème solaire. Ah, Biarritz, avec les laboratoires de Biarritz. Ouais, alors je ne suis pas experte de ce projet, mais j'en ai entendu parler, oui, avec la chaire Manta. Qui est menée. Donc c'est revalorisation d'un sous-produit de la pêche, par extraction de la chitine pour réintégrer ça. Alors après, il y a une recette. Je ne viens pas du laboratoire de Biarritz, donc je sais pas, je connais pas le secret industriel là-dedans. Mais l'idée, c'est le constat, c'est que la crème solaire, elle se retrouve dans l'océan telles qu'elles sont conçues en fait aujourd'hui. Donc ce laboratoire et la chaire Manta ont travaillé sur comment est-ce qu'en économie circulaire, on peut revaloriser une ressource qui à la base est considérée comme un déchet, qui en fait, si on l'observe bien avec les scientifiques qui sont experts de ce sujet, on se rend compte qu'on peut en faire un nouveau produit qui est bon en fait pour l'écosystème où il va se retrouver en application. Clément, une question. Avez-vous déjà été approché par des constructeurs de bateaux destinés aux écoles de voile? Si ce n'est pas le cas, voyez-vous une application des low-tech à l'apprentissage de la voile? On n'a pas eu cette occasion. Après, quelque chose que je n'ai pas dit, on est à Concarneau et on a beaucoup de chance. En fait, on est hébergé au fonds de dotation Explore, donc, qui a été fondé par Sophie Versaletto et Roland Jourdain, ce grand navigateur, et qui travaille pas mal à l'intégration de fibres naturelles, notamment de fibres de lin dans la construction de bateaux. Et là, il travaille sur un super projet à grande échelle, justement, de fibres naturelles pour remplacer la fibre de verre ou la fibre de carbone qui ne sont pas dingos, on va dire. Et en application low-tech à l'apprentissage de la voile, moi, en fait, il y a un sujet que je trouve hyper intéressant, et pour parler de chez nous. En fait, il y a plein de monde qui apprend à faire du bateau et qui va jusqu'aux îles des Glénans, qui sont à l'archipel des Glénans, qui est juste en face. Et en parallèle, il y a des gros bateaux au fioul qui viennent amener des bouteilles d'eau, des sandwichs, des trucs comme ça. Alors qu'on pourrait tout simplement utiliser en fait tout ce fret presque naturel qui est fait par ces personnes qui apprennent à naviguer et qui vont au même endroit. Mais on n'a pas encore eu l'idée. Et non, je pense en tout cas c'est très intéressant. Et il y a un collègue, enfin à plus grande échelle à Concarneau, on a beaucoup de monde de la course au large, avec François Gabard, Roland Jourdain, etc. Les meilleurs. Ouais, c'est hyper intéressant. Et donc qui construisent des navires impressionnants. Et je trouve ça dommage qu'ils servent à rien, ces bateaux. Surtout que le nom des courses, souvent, c'est du rhum, Jacques Vabre, donc du café. Et on pourrait peut-être leur mettre une jauge un peu plus utilitaire. Quand on voit Grand Sail, etc., qui développent des super projets justement de fret, on pourrait avoir les personnes les plus rapides du monde sur l'océan. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils racontent, ce qu'ils proposent. Et en plus, ils pourraient ouvrir de nouveaux moyens de faire et mettre vraiment une super lumière là-dessus. Et je pense que une petite
dimension utilitaire, c'est jamais de trop, et puis c'est vachement plus transposable en fait après au quotidien. Enfin, ça ouvre des nouveaux métiers. Et je pense qu'avec la voile, qui est vraiment une superbe histoire bretonne, il y a plein de choses à inventer encore. Merci Clément. Question pour Joël. Y a-t-il une partie future du fonds tourisme durable qui sera orientée vers les prestataires d'activités ou le fonds qui sera intégré dans Destination France sera toujours limité aux hébergeurs et restaurateurs? Alors, merci de la question, ce qui me permet de parler du slow tourisme, qui est effectivement un petit volet du fonds aujourd'hui. Et donc, cette partie, donc slow tourisme, permet aussi d'accompagner des prestataires pour le tourisme durable. Alors, c'est compliqué le slow-tourisme parce que les projets sont... Alors là, il peut y avoir des projets très très petits, il peut y avoir des choses beaucoup plus grosses, mais en général, c'est des projets très très petits. Donc pour nous, c'est assez compliqué d'avoir une bonne appréciation. Donc oui, on va accompagner les acteurs, les prestataires du tourisme. Hein. On a accompagné des écoles de voile, on a accompagné des projets avec des animaux, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais oui, on va continuer, pas à la même dimension que l'accompagnement des hôteliers et des restaurateurs, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à avoir un cadre, et on réfléchit à ce cadre, parce que les projets qu'on accompagne, il faut aussi qu'ils s'inscrivent dans l'ambition d'efficacité énergétique et de développement durable. Donc voilà, mais on va le faire. Votre annonce sur la rénovation énergétique des bâtiments n'est pas passée inaperçue. Une question. Pour la rénovation du bâti, savez-vous quand ce nouveau programme de l'ADEME sera mis en place? Pour un professionnel du tourisme qui chercherait des conseils pour améliorer la performance énergétique de son bâti, vers quelle structure peut-il se tourner en priorité? Car on sait que ça coûte très cher. Alors, ça sera mis en place à la fin de l'année. Je ne pense pas que ça... Bon, peut-être à la rentrée, mais sûr à la fin de l'année. Et ce sera sur 2023, ça se prolongera sur 2023. Alors, pour un professionnel qui chercherait des conseils... alors, dans toutes les régions, on accompagne des espaces bâtis, pour les pros du bâtiment. Alors moi, j'ai le nom ADEME, mais c'est nos anciens bâtis, c'est des BIP chez nous. Donc, je suis désolée, j'ai pas le terme exact, mais ce que je propose, c'est que la personne peut contacter notre direction régionale et vous aurez un contact pour savoir vers qui vous adresser. C'est bon? Oui. Très, très bien. On continue alors. Une question pour Anne ou Clément. Alors, une question de Lionel. La désirabilité des innovations low-tech, durables, sobres, me semble être une clé de leur acceptation par le plus grand non réel. Avez-vous des conseils pour rendre les innovations low-tech désirables? Oui. Oui, je dirais offrez une thèse à Clément Chabot pour qu'il devienne un designer de la tech. Mais non, plus sérieusement, en fait, qu'est-ce qu'on entend par désirable? Est-ce que c'est désirable de façon esthétique ou est-ce que c'est juste désirable, enfin la low-tech désirable en tant que telle? Moi, je trouve que la low-tech en soi, là, déjà, c'est désirable parce que c'est ce que ça propose, enfin ce que les low-tech proposent, c'est déjà énorme en fait. L'apport concret, pour moi, ça suffit à ce que ce soit déjà désirable. Après, est-ce que c'est des questions d'ergonomie? Est-ce que c'est des questions esthétiques? Ça, c'est vrai, c'est une vraie question. Mais pourtant, je trouve que par rapport à l'histoire des low-tech et la manière dont elles sont arrivées dans notre quotidien, c'était un peu nécessaire qu'elles aient cette esthétique-là. Donc je trouve que jusqu'à aujourd'hui, c'est assez cohérent. Et en fait, là, je te passe Comment le relais, rendre mais les low-tech comment elles peuvent plus évoluer. sexy, Clément? Ouais, c'est hyper important. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis super longtemps. Et bon, on n'a pas d'image là, mais la maison dans laquelle on a habité avec Pierre-Alain pendant 1 an et demi, pour moi, enfin, on a eu un enjeu. On a bossé avec un architecte et elle est très belle pour moi. Et en exemple, sur des portes ouvertes ou sur des visites, un gamin de 7-8 ans qui me dit « monsieur, elle est trop canon ta baraque !» Je sais que j'avais gagné, quoi. Ça crée ce désir. Et après, c'est vrai que c'est un mouvement plutôt populaire.
beaucoup du fait par soi-même, même si c'est pas l'enjeu de tout faire, évidemment, hein, c'est plus de travailler à une professionnalisation locale. Mais en venant un peu de milieux bricoleurs, etc., c'est vrai que parfois, ça souffre un peu d'une image bricolée qui n'est pas du tout au service de la démarche, qui est bien plus large que ça, en fait, qui est un sujet de discernement technologique. Oui, Anne, une question pour vous. Peut-on être formé au biomime ou au low-tech comme on se forme à l'innovation ou à la créativité, ou faut-il faire appel à des spécialistes pour avoir un regard pris en compte du biomime dans nos projets touristiques? Y a-t-il des référentiels, des guides méthodologiques? Aujourd'hui, tu peux dire oui aux deux réponses, aux deux questions. Et oui, il y a des référentiels et des guides méthodologiques. Alors, est-ce qu'on peut être formé au biomimétisme? Oui, parce qu'il y a un master qui a ouvert en 2020. C'est le master auquel j'ai participé, qui s'appelle Nature Inspired Design. C'est à l'ENSI, les ateliers, donc c'est une école de design. Donc c'est formation continue. Donc tu peux avoir eu une expérience professionnelle et reprendre cette formation. Donc cette formation forme au biomimétisme. Donc voilà. Après, est-ce qu'il faut faire appel à des spécialistes pour avoir un regard? C'est aussi ce que tu peux faire, et c'est ce que faisaient tous les acteurs en fait avant que, par exemple, ce master se mette en place. C'est ce que font encore tous les acteurs aujourd'hui qui décident de ne pas prendre la reprise d'études, le chemin reprise d'études. Et donc, il y a une communauté d'acteurs qui est structurée en France, qui est très bien identifiée. Donc, qui va être, il suffit en fait d'aller voir le site du CBIOS pour retrouver la documentation, les guides et tout qu'ils ont, tout le travail qu'ils font depuis à peu près 10 ans pour participer à la promotion du biomimétisme et à sa compréhension et son acceptation et appropriation par les professionnels. En tout cas, vous inspirez ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Comment s'inspirer du low-tech et du biomime sans tomber dans les dérives du tourisme élitiste et conformiste? Que peut-on répondre à ça, Clément ou Anne? Ou Joël, d'ailleurs? Je commence. Pour nous, la démarche low-tech, elle est avant tout une démarche d'équité. Si la transition environnementale, si elle n'est pas associée à une transition sociale, il n'y a pas de transition en fait. On continue à avoir une élite qui domine, et ça en fait que la Terre se réchauffe, que la montée des eaux augmente, ça ne changera pas grand-chose en fait. Donc pour moi, il faut travailler un tourisme inclusif, mais je pense que profondément, la démarche low-tech, elle est sur cette démarche. Donc c'est pas du low-cost, en plus avec tous les risques de rebond que ça peut amener d'avoir du low-cost, mais c'est de réduire les coûts en n'ayant pas de dépenses futiles en fait, et en se concentrant sur une bonne partie à l'essentiel matériel, et en ouvrant plein d'autres possibles plus culturels. Ça coûte pas cher, les amis. La deuxième partie de la question sera pour vous, Joël. Quel nouveau service proposer aux visiteurs et rôle des collectivités dans cette transition et résilience de la filière? Alors, je pense que le rôle des collectivités et des élus, il est majeur pour faire prendre le virage et pour encourager et aider à l'ancrage de ce virage. Je pense que le rôle des élus, il est majeur. C'est eux qui peuvent donner le cap. C'est eux qui peuvent aussi dire non, il n'y aura pas un hôtel 5 étoiles qui va faire ceci, cela, ici, en bord de plage. On va garder le camping truc bidule parce que ça a de la valeur. On va créer quelque chose avec les agriculteurs, avec le parc régional. Voilà, je pense que les élus, ils sont... Si ça avance, si ça bouge aussi, c'est parce qu'il y a une adéquation avec tous les acteurs d'un territoire. Les élus, les professionnels, les prestataires. Il faut que ça ne marche que s'il y a une vraie volonté collective. Et je pense que les élus en sont les premiers acteurs et promoteurs. Et c'est eux qui donnent le cap, c'est eux qui donnent le là. Donc c'est très important que des dialogues s'installent et que des véritables animations se mettent en place. Je pense qu'il faut prendre le temps du dialogue, de faire installer de faire parler la personne qui va louer des canoës, celui qui a
un hôtel, le restaurateur, l'agriculteur, etc. Il faut que tous ces gens-là dialoguent. Et c'est comme ça que Enfin, en tout cas, moi, tout ce que j'ai vu, nous, tout ce qu'on voit qui réussit, c'est parce que d'abord, il y a un dialogue, d'abord, il y a un échange. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit aller vite, mais ce temps, il est important parce qu'il permet de structurer une démarche. Et les démarches structurées sont structurantes. Et si elles sont structurantes, elles vont loin. Et non, mais est-ce qu'on peut s'inspirer du biomime ou pas? Mais je dirais plutôt que s'emparer du biomimétisme, d'expérience, ça permet de réouvrir les possibles et d'imaginer des nouveaux services et des nouveaux modes d'interaction. Parce que s'emparer du biomimétisme, c'est aussi changer de regard. C'est quitter un regard un peu anthropocentré, c'est remettre le vivant au cœur. Donc, en fait, ce que moi j'ai vécu, c'est que c'est vraiment source de créativité et ça fait émerger des nouveaux métiers, des nouveaux services, de nouvelles propositions. Et une dernière question de Yvan. Peut-on imposer aux établissements hôteliers d'être dans une logique de réemploi pour les matelas, les sommiers, le mobilier ou les produits d'hygiène, en passant par une association comme les Hôtels Solidaires à Rennes, pour donner une seconde vie à ce qu'ils jettent ou ce qui n'ont plus l'usage? Clément, vous en rêvez? Alors, je ne sais pas si j'en rêve. Je ne connais pas après toutes les questions d'hygiène qu'il y a, en tout cas sur matelas, sommier, etc., et qu'il faut évidemment prendre en compte. Je pense que oui, en tout cas, et puis imposer, encore une fois, puis Joël en parlait tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le meilleur levier. Encourager, en tout cas, fiscalement, à être dans du réemploi plutôt que dans du neuf qui devient l'autre bout du monde, je trouve ça intéressant, ouais. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de recycleries qui existent. Je pense qu'il y a un sujet de matériothèque là qui se pose. Il y a peut-être des territoires qui ont déjà mis en place cela. Il y a une manière aussi. Enfin, aujourd'hui, il y a tout un travail autour de la récupération des matelas qui se fait par ailleurs, mais ça peut être une bonne initiative d'installer. Alors, avec tous les sujets d'hygiène, je pense qu'imposer. Ouais. C'est pas forcément ce qui marchera le mieux, mais d'avoir des initiatives créatrices autour de cela, voir comment, quand on déconstruit un hôtel, on peut récupérer le matériel. Mais c'est pas que les matelas, hein, c'est les fenêtres, c'est aussi les matériaux de construction. Parce qu'aujourd'hui, on va chercher toujours des matériaux sur la vallée de la Seine, mais bientôt ça va s'arrêter. Donc on doit travailler encore plus le réemploi de tous les matériaux, et ça se travaille. Avec les acteurs du territoire, parce qu'il faut pouvoir stocker ces matériaux-là qui ne sont pas réemployés tout de suite. Il faut pouvoir donc les stocker, donc il faut de la place. Il faut pouvoir les rendre aux normes d'hygiène, aux normes techniques, quelles qu'ils soient, et puis après les remettre en circuit. Alors, je n'ai pas d'exemple sur le tourisme précisément, mais sur l'Île-de-France, aujourd'hui, avec la construction du Grand Paris, il y a tout un travail autour des matériaux, de déconstruction et de reconstruction, et des plateformes. Existent des plateformes de réemploi, de stockage, pour permettre à ce que les déchets des uns deviennent les produits, les matières premières des autres. Merci beaucoup, Joël, d'avoir participé à ce rendez-vous. Merci Anne, merci Clément. On peut les applaudir, les remercier. C'est la fin de cette première journée des rencontres du tourisme Bretagne. Pour ceux qui sont parmi nous, vous avez rendez-vous à 18h si vous le souhaitez pour l'apéro. C'est à l'écloseur, c'est à 8 minutes à pied quand vous allez vers l'ancienne préfecture rue Marteneau. Et puis nous, on se retrouve dès demain, 9h, ce sera le premier rendez-vous pour cette deuxième journée des rencontres de tourisme Bretagne, comme on dit chez nous, Yarmat Kenavo.